19h-20h, nous sommes jeudi, tous les jeudis vous avez maintenant rendez-vous avec l'émission Voile et Voileux, l'émission Notre Transat. Une heure en voile, tous les jeudis, 19h-20h, l'émission Notre Transat, émission présentée par Thierry Anton. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Et comme d'habitude, on ne change pas, toujours un invité dans les studios de Radio Collège que tu vas nous présenter Thierry. Eh bien oui, bonsoir Antonin. Eh bien bonsoir tout le monde. Alors, Antonin, on commence toujours cette émission par la carte d'identité sonore de l'invité. Alors, peux-tu nous la dire, en fait? Tout à fait. Donc, ma carte d'identité, mon nom, Rangin, R-A-N-J-N, mon prénom, Antonin. Je suis né le 31/07/1990, à Parthenay exactement. Alors, un petit peu plus loin que La Rochelle. Ma profession, je suis prof de kite à Étré et Châtelaillon. Et mon propriétaire d'un bateau, oui, si on veut, j'ai un Zodiac pour ma profession, un Valiant 520. Ah bah ça compte. Ouais. Voilà, ça compte, mais je suis plus dans les planches de kite pour le coup. Voilà, parce que comme on l'a compris, Antonin, ou comme ceux qui te connaissent, Antonin est un marin particulier, puisque Antonin est kitesurfer. Donc la première fois que je t'ai rencontré, Antonin, c'était à la plage d'Étré, puisque j'ai oublié dans la carte d'identité, mais c'est que tu es domicilié dans le coin. Enfin, quand tu es dans le coin, tu es plutôt exactement plutôt de Châtel. C'était à l'occasion de la Kite and Ride, qui était organisée par l'association Étré Kitesurf. Étré Kite 17. Étré Kite 17. Et là, là, il y avait un spectacle des runs de kitesurfers qui faisaient des démonstrations, en fait, une sorte de compétition amicale. Voilà. Alors, c'est plutôt côté Étré plage sud. Exactement. Côté, maintenant, il y a, je sais pas, la gueule de l'eau. La gueule du loup et Moule Shop, ouais. Voilà. C'était très sympa. Et là, tous les gens qui sont d'Étré savent qu'il y a du kite et que c'est un spot de kite assez exceptionnel. Exactement. Et donc, là, tu m'avais accordé gentiment un petit interview dans une petite cahute qui est en fait le local sur Étré de Châtel Kite School. C'est ça, voilà. La CKS. Et donc voilà, et on s'était dit, la prochaine fois, tu viens à la radio, et voilà. Et je suis là. Et tu es là. Donc, première question, alors elle va peut-être tomber dans l'eau, mais te souviens-tu, Antonin, la première fois que tu es monté sur un bateau, dans un bateau? Alors, je pense me souvenir, j'ai la mémoire un peu courte, mais je pense que ça devait être en école primaire sur un optimiste au club de voile de Châtelaillon. Je pense que tous les Châtelaillonnais ont commencé par là. Donc je pense que ce serait mon premier bateau. Après, j'avoue, j'utilise plus des planches de kite que des bateaux. Alors, ça veut dire que ça s'était mal passé ou je sais pas, t'as un souvenir de ce c'était quoi? Non, c'était marrant, c'était plutôt super sympa. Il y avait de l'eau à peu près partout dans l'optimiste. Mais c'était les premières sensations, on va dire, dans l'eau. Et moi, j'étais pas bien grand, je connais pas mon âge, mais ouais, j'étais pas bien grand. Et on va dire que les premières sensations m'ont peut-être donné goût aussi à la mer et au vent. D'accord. Alors, toi, on t'associe au kitesurf. Est-ce que kitesurf, je dirais, je sais pas moi, tu as 25 ans, donc il y a 20 ans, ça n'existait pas le kitesurf, mais on faisait du cerf-volant. Comment c'était quoi les pratiques à Châtel comment t'es arrivé par ça là? Quel est ton chemin qui t'a emmené vers le kitesurf? Alors, je dirais que déjà à l'époque, mes parents avaient un restaurant sur la plage de Châtelaillon, donc au bord de l'eau, qui s'appelait Le Morgan. Donc, je me levais le matin, j'avais la chance d'être directement sur la plage. Sur la plage, été comme hiver, en tout cas à l'époque, il y en avait quand même beaucoup plus, mais il y avait beaucoup de cervolis, donc que ce soit des cerfs-volants triangulaires comme on peut voir sur la plage, et aussi des ailes de traction. Donc ce qu'on appelle des ailes de traction, c'est l'espèce de petits parachutes avec 2 poignées, et c'est ce qui se faisait en tout cas à l'époque de plus en plus.
sur la plage de Châtel. Et en plus, j'avais la chance, devant le resto de mes parents, d'avoir deux personnalités. C'était Jean-Philippe Toumire et Pierre Cardinaux, qui étaient les deux détenteurs du recordman du monde de saut en cerf-volant à l'époque. Et donc forcément, quand je les ai vus, j'ai vu qu'ils s'envolaient à des hauteurs pas possibles avec du vent fort. Moi tout de suite, ça m'a donné envie. Ouais. Alors c'est vraiment important ça, donc on salue Jean-Philippe Toumire, on en reparlera un peu, parce que si on tape Jean-Philippe Toumire avec un Y sur internet, on tombe sur un record du monde de saut en 93 ou par là. Record, alors c'était des sauts en longueur. En longueur et sur la plage, et sur la plage. Donc on voit des images de Châtel avec un Jean-Philippe Toumire tout menu, c'est ça. qui est accroché. Alors la vidéo, belles photos, ouais. La vidéo est assez rigolo parce que il y a des gens qui essaient de le raccrocher pour pas qu'il s'envole. Donc voilà. Donc toi, je sais pas, en 93, t'étais tout jeune, tu regardais ça. Châtel, il y a aussi le festival du cerf-volant. On sait tout à fait. Alors raconte-nous cette histoire vue d'un gamin de Châtel. Ouais. Alors moi, ça a été assez marrant parce que le premier festival du cerf-volant a été créé par mon père. Avec justement des cerf-volistes qui venaient au restaurant, qui faisaient à l'époque du char à cerf-volant, du char à voile, etc., etc. Ils se sont dit tiens, ce serait pas mal de ramener quelque chose en plus à Châtelaillon. Et les cerfs-volants, je pense que c'est la petite touche de couleur qui va bien. Et donc ils sont mis au début. Et puis là, ça a été repris, sachant que ça marche quand même pas mal. Mais ouais. De mes petits yeux, quand j'avais 3-4 ans, forcément tout de suite j'avais envie de pratiquer. Alors c'est vrai que c'est une activité. Alors c'est quoi? C'est toujours pendant les vacances de Pâques, là, c'est ça à peu près. Je sais plus les dates en fait. Je me suis pas renseigné. Tu vois, je pensais pas qu'on en parlerait de ça. Bon, renseignez-vous sur le prochain, mais c'est vrai que c'est toujours magnifique en fait, avec des compétitions, etc. Enfin c'est vraiment un grand spectacle qui attire du monde. Tout à fait. D'ailleurs, pour finir là-dessus, on y est avec l'école de kite, la CKS, et on donne des initiations gratuites au kite, donc à l'aile de traction plutôt. Et j'y serai aussi pour faire des démonstrations, etc. de kitesurf. Et il y aura normalement aussi, si tout se passe bien, une petite conviviale, donc une petite compétition, un peu comme la kite and ride, mais en plus petit, histoire de montrer à tout le monde ce que ça peut être une compétition et du kitesurf. Bien, bon, allez-y, notez ça. Alors, Power Kite, c'est quoi? Power Kite, c'est les ailes de traction, c'est ça? C'est les ailes de traction Power Kite. D'accord. Donc un peu une sorte de parapente. C'est un peu ça, un parachute. Ouais. Un parachute. Et alors, le kitesurf dans tout ça, ça arrive comment à Châtel? C'est qui le premier kitesurfer à Châtel? C'est moi. Non, c'est pas vrai. J'y crois pas. Non, alors après le premier, je pourrais pas dire. Je pense que c'était entre Pierre Cardinaux, Jean-Philippe Toumire, sur Châtelaillon, je parle. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont dû arriver en même temps. On va dire qu'à l'époque, ça n'existait pas forcément vraiment. Ça a commencé réellement, si je me trompe pas, avec des skis nautiques, avec des cerfs-volants type entre guillemets triangulaires mais immenses. Donc les skis nautiques, où on a les gros quoi en fait, c'est ça, monoskis quoi, pas monoskis, les skis nautiques de base, mais je pense il y a 20-30 ans, donc ils faisaient la taille d'une porte quoi. Voilà. Une petite voile triangulaire. Voilà, une grosse voile triangulaire, un gros cerf-volant triangulaire. Je sais pas s'il y avait un harnais, mais en gros ça a commencé comme ça. À Châtelaillon, nous on était déjà pas mal dans l'aile de traction, même à fond. À se mettre justement des kite jump, des sauts en cerf-volant. On a travaillé un petit peu après avec des buggy. Buggy, c'est comme des chars à voile, mais avec une aile de kite, et donc pas avec une espèce de petite voile de bateau, une voile de planche à voile. À se faire des grandes traversées sur la plage de Châtel. Et il y en a qui ont été, à mon avis, un peu plus dans le sud de la France, il y en a qui sont partis un peu à l'étranger, qui ont commencé à voir Laurent Ness, etc., donc les pionniers du kite, et je pense que ça leur a donné envie, et donc on s'est dit, tiens, on va essayer de se mettre sur une planche. On a essayé, enfin eux ont essayé d'ailleurs d'abord, à l'époque c'était avec des ailes de traction comme tu as pu le dire, donc pas de harnais, donc toute la traction dans les mains. Dans les mains, ouais. Avec des bras comme ça. Voilà, c'est ça, c'était pas forcément facile. Et je me souviens qu'en gros il y en avait un, par exemple Jean-Philippe, qui partait avec l'aile au-dessus de la tête,
Il y en a un autre qui lui récupérait la planche, qui lui tenait, qui le mettait dans les pieds, et puis boum, on essaye, on part, et puis ça partait quoi. Ah, incroyable. Du coup, bon, parce que à ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de windsurf en fait. Ouais. Et c'est vraiment parallèle ces deux disciplines. Toi, par exemple, je sais pas, moi, t'es jamais monté sur une planche à voile ou tu fais de la planche à voile Non, ouais. j'ai essayé, on va dire, la planche à voile étant jeune. Après, le sport peut être sympa, mais on va dire que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Les sensations viennent pas aussi vite, c'est beaucoup plus physique. Donc moi, avec mes petits bras étant jeune, je me suis vite lassé et je suis passé rapidement au kite quand même. D'accord. Donc premier kite, enfin première planche, parce que bon, les ailes, vous les aviez. Première planche, tu t'en souviens? C'est un cadeau? C'est au pied du sapin ou c'est Alors à quoi elle ressemblait? Ta première ma planche? première planche, waouh, c'était ce qu'on appelait un scurf. Donc ça m'avait été offert par le club de voile d'Angoulins. Quand à l'époque il y avait Arnaud Portier, il s'appelait. Il y avait aussi une personne qui s'appelait Max, qu'on appelait Maxoum. Et après, je pourrais pas vous dire qui est-ce qu'il y avait d'autres, mais en gros, ils avaient fabriqué cette planche pour faire du wakeboard à l'époque, mais ça n'existait pas encore. C'était plus le scurf, une espèce de planche de surf, donc avec un seul sens, hein. Et des gros ailerons stratés un peu à l'arrache et des straps. Enfin bon, elle était assez marrante. Elle était toute noire avec une grosse tête de mort blanche en haut. C'était assez sympa. La classe. Et quel âge t'avais quand t'as essayé pour la première fois de monter dessus? Je suppose que je devais avoir 8-9 ans. 8-9 ans. Voilà. Donc, voilà, on va comment dire, on va faire une première pause musicale pour se remettre là, et puis après on va suivre la carrière après 25 ans. Allez. Ouais. Alors, qu'as-tu choisi, Antonin, comme premier morceau de musique? Alors, j'ai choisi Naman Freedom. De retour dans les studios de Radio Collège, on est en compagnie d'Antonin Mangin. Antonin Mangin, kitesurfer professionnel. Donc premier kitesurfer de Radio Collège, invité à Radio Collège à notre émission Thierry. On l'avait laissé à 8 ans avec son premier kite noir à tête de mort, bricolé. Alors là, il faut qu'il nous raconte un peu comment de ce kite bricolé en une quinzaine d'années, il est devenu kitesurfer professionnel. Donc là, il y a tout un parcours qui suit l'arrivée du kite et la démocratisation du kite sur nos plages et dans le monde. Donc c'est cette histoire-là maintenant qu'il faut que tu nous racontes, Antonin. Ouais. C'est quoi les étapes, hein? Ok, du kite. Alors là, c'est quand même pas mal de choses. On part du début. Ouais. Ok, donc le kite au début, j'ai commencé, j'étais tout petit. J'avais en gros 7-8 ans, aile de traction, char à cerf-volant, kitesurf. Le kitesurf tout de suite ça m'a plu. Le kitesurf ça a commencé à monter, on va dire, sur la plage de Châtel. De plus en plus de monde sur la plage de Châtel en faisait. La plupart des gens qui venaient faire du kite, à l'époque on va dire que les sécurités étaient pas forcément top, donc forcément on essaye de serrer les coudes, on s'entraide. Donc on s'auto-forme parce qu'il n'y avait pas de prof de kite. Enfin, je sais pas. C'est comment vous avez appris. Ah, tout à fait, ouais. Alors, on va dire qu'en venant à l'origine du cerf-volant et de l'aile de traction, le kitesurf devient quand même beaucoup plus facile. Forcément. Déjà, c'est sur l'eau, ça fait moins mal quand. En plus, c'est sur l'eau, ça fait moins mal quand on tombe. Mais on va dire qu'en venant du cerf-volant, c'était déjà beaucoup plus simple. Je pense que la première fois, d'ailleurs, quand je suis monté sur une planche, je suis parti direct, j'ai réussi à partir à gauche, j'ai réussi à revenir à droite. Ah oui, moi non. Ouais. Mais en gros, en venant du cerf-volant et de l'aile de traction, ça vient beaucoup plus vite, voire c'est limite inné. Donc tu te mets à faire des bords avec d'autres. C'est quoi d'abord des recherches de vitesse les figures, ça vient comment Alors, ouais, je sais pas comment. Nous, en venant du saut à cerf-volant à l'époque, on s'amusait surtout à faire du jump, donc des sauts, et du char à cerf-volant, donc de la vitesse. Donc tout de suite, il est vrai, quand on est parti avec les planches de kite qui étaient pas forcément adaptées à l'époque, hein, c'était des gros volumes, des gros flotteurs. On essayait déjà de faire un peu de vitesse, ce qui n'était pas forcément adapté, mais ça partait bien.
Mais ce qui est arrivé le plus vite, je pense que limite, avec ma première planche, le premier bord, j'ai envoyé mon premier saut. Ouais. J'ai été obligé de partir en l'air, c'est ce qui m'a donné envie. Donc avec l'appel sur une vague, on tire, ou même sans appel Sans forcément de vague, c'est surtout avec le kite. Hein. Ouais. Tout se passe avec le kite, on envoie l'aile vers le ciel et poum, ça nous projette. Et poum. Alors, là, il y a une évolution du matériel très très rapide, et puis des compètes qui s'organisent et tout ça. Quel est ton cheminement comme ça en fait comment tu te fais repérer? Enfin, j'en sais rien. Alors, en premier, on était une petite bande de jeunes à commencer à faire du kite à bloc, donc sur Châtelaillon essentiellement. Tu peux citer aussi des noms, enfin, de gens que. Alors, j'ai commencé, j'étais avec Charles Sett. J'étais aussi avec un certain Pierre, je me souviens plus de son nom de famille. On va dire que je pense qu'on était c'était cette petite team. Après il y en avait peut-être d'autres, mais je me souviens plus de tout le monde. Hein. Et on se tirait la bourre à bloc, ça veut dire que il y en avait un qui faisait la figure au-dessus, donc forcément on s'entraînait, hop, on l'a passé, on essayait de se tirer la bourre jusqu'au bout. Et je sais pas comment c'est venu, mais je sais qu'il y a eu un premier championnat, ça devait être les championnats d'Europe si je me trompe pas, dans le sud de la France. C'était où? C'était à Saint-Pierre-la-Mer, si je me trompe pas. Et on s'est dit tiens, pourquoi pas, on pourrait y aller. On a trouvé le père d'un copain, allez, faut qu'on y aille. On n'était pas bien vieux, je devais avoir, je pourrais pas dire, mais 12-13 ans. Et on a demandé le bus de la mairie de Châtelaillon, et c'est parti, nous voilà partis dans le sud de la France avec les taureaux et les flamants roses. Et on est parti faire la première compète. Donc forcément, ça s'est pas super bien passé parce que première compétition veut dire je sais pas du tout comment ça se passe. Ouais. Il y a déjà des petits jeunes qui, eux, s'entraînaient à fond pour la compétition. Et d'ailleurs, je crois que j'ai même cassé un jeu de ligne pendant ma compète. Donc forcément, ça s'est encore moins bien passé. Ouais. Mais c'était quand même une belle expérience sur la première. Voilà, donc là tu découvres qu'il y a des compétitions organisées. C'est quoi une compète de kite? Ça a évolué, ça consiste en quoi, si tu définirais ça, un championnat d'Europe, un championnat du monde de kite? Alors je pense que c'est dans tout sport, il y a plusieurs disciplines. En kite, il y en a, on va dire 3-4. La principale, celle qui fonctionne, on va dire pas mal, c'est le freestyle, très médiatisé. Donc freestyle, c'est assez physique. Ça vient un peu du wakeboard d'ailleurs. D'accord. Donc on a reçu récemment ton pendant planche, là on a reçu Romain Pinochot qui fait des figures avec sa planche à voile. Toi tu fais des figures donc dans ces catégories avec Voilà, exactement. Alors, quelle figure? Alors, il y a des chaises, là, tu vas pas nous faire une démonstration. Mais alors, c'est quoi les figures? Ça a commencé par quoi? Une fois qu'on est en l'air. Alors, à l'époque, on va dire, il y a longtemps, c'était des figures, à l'époque, ce qu'on appelle maintenant old school. Donc, les premiers jumps, c'était, c'était haut, monter haut, et faire des figures du style enlever sa planche, remettre sa planche, replaquer, donc ratterrir. Il y avait quoi? Il y avait, je pourrais pas vous dire toutes les figures, mais il y en a énormément. C'était souvent aller haut et faire des figures avec sa planche, ou même des rotations, tout simplement partir en rotation sous la voile en l'air. Enlever un pied, remettre son pied, ça devait être dans les premières compétitions, les premières figures. Après, le freestyle a quand même beaucoup évolué depuis. Maintenant, en 2016, on s'apparente complètement au wakeboard. Donc, le but est d'avoir son kite, son cerf-volant le plus bas possible, on va dire presque à ras de l'eau. En kite, on pratique avec un harnais. Donc, on est accroché à la barre de pilotage. On pilote avec une barre. On est accroché au harnais. Donc, aucune puissance, aucune traction dans les bras. Tout vient se transférer dans le harnais. Et le wakestyle, on va dire, le but, c'est de se décrocher donc de cette barre et de passer la barre dans le dos 1, 2, 3 fois pour les meilleurs. Ah oui, au cours de même saut. Voilà, en faisant des sauts assez hauts, mais sans bouger la voile. Voilà, on fait des pirouettes et on passe en même temps la barre dans le dos. Ça devient un petit peu Alors, de la gym. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, vous tapez un freestyle kite
kitesurf, vous verrez plein de vidéos. Nous, on a eu la chance de te voir, enfin voilà, sur la plage, de voir évoluer parce que tu navigues régulièrement là. Je sais qu'il y a des figures aussi où tu prends ta planche sous le bras puis tu marches sur l'eau. Enfin, il y a toute une gestuelle en fait et une fluidité du mouvement qu'on te voit faire et qu'on n'a jamais vu ça, qui est assez bluffante. Donc ça, progressivement, tu l'as cultivé en fait. Tout à fait. Alors moi, je viens plus justement du old school, sachant que j'ai commencé assez tôt, donc j'ai plein de petites figures, on va dire, qui viennent du old school et qui passent plus du tout, par exemple, dans les compétitions freestyle. Moi, on va dire que je suis un peu obsolète là dans les. T'es trop vieux. Ouais. Ça devient un peu plus difficile, hein, même si je m'y remets et j'essaye de m'entretenir, mais en soi, je suis un peu plus dans le old school et le big air. Donc le big air, c'est les jumps, on va dire, beaucoup plus haut. Donc ça, c'est une autre épreuve, c'est un concours de saut en hauteur en fait, ou c'est plus compliqué que ça? Alors, je pense qu'ils en font encore dans certaines compétitions. C'est une deuxième petite compète au milieu d'une grosse compète. Mais ouais, il y a peu de compétitions où on peut travailler le big air. Le big air, le but en gros, c'est de monter le plus haut possible. Il y a un record du monde, comme en vitesse en planche à voile, il y a un record du monde de hauteur dans les airs en kite ou c'est impossible à... Alors, on va dire qu'il n'y a pas réellement de vrai record du monde, en tout cas noté dans le Guinness ou autre, hein. Mais il commence à sortir des petits capteurs qu'on accroche sur nos planches et qui nous permet, alors je sais pas encore si c'est fiable à 100%, hein, mais qui nous permet de savoir à la hauteur où on monte. Donc on voit ça un peu partout. Paf, la trajectoire de ton... Alors la trajectoire pas encore, mais on voit la hauteur et le temps passé en l'air, et si je me trompe pas, le nombre de jets à la réception. D'accord. L'écrasement. Voilà, ouais. Si tu t'es écrasé complètement dans l'eau ou si tu as réussi à faire quelque chose. Ouais. Est-ce que, bon, j'ai plein de questions qui me viennent en même temps. Est-ce que tu t'es déjà fait peur? Parce que, bon, le kite, au début, il y a eu des accidents, tous souvenirs de gens qui s'envolent dans la montagne ou qui vont par-dessus la ligne de chemin de fer d'Étré. Est-ce qu'il y a un réel danger? Toi, est-ce que tu as été dans des situations en disant, oula, comment je vais ratterrir dans l'eau? Alors bah ouais, c'est vrai qu'il y a eu des accidents à l'époque quand les sécurités n'existaient pas vraiment. Forcément, il y avait beaucoup plus de danger que maintenant. Maintenant, les sécurités, elles fonctionnent tellement bien qu'en gros, on a juste à lâcher les mains et il n'y a plus de puissance. Alors qu'à l'époque, on lâchait les mains, il se passait absolument rien, on avait toujours autant de traction. Donc c'est sûr que je me suis retrouvé dans des situations assez compliquées. Raconte. Une situation qui devient comme ça un peu chaude où ça suffisait pas de lâcher les mains en fait. Ah bah justement, à l'époque, si on lâchait les mains, il se passait rien. Donc oui, je me suis déjà vu sûrement peut-être casser une ligne, casser un fil. Et l'aile a dû tourner 2-3 fois et moi je me suis fait tracter dans l'eau sur une bonne centaine de mètres en faisant rien, on va dire. Donc, je pouvais en tout cas rien faire. Et je sais qu'il y a une personne qui est venue me récupérer la voile rapidement parce qu'on s'entraîne quand même pas mal en kite. Donc c'est aussi le but, c'est de rencontrer du monde et de s'entraider. Et donc là pour le coup, la gang est venue récupérer et donc ça s'est bien passé. Bien. Bon, on va parler compète. Tu reviens de ton deuxième, alors Red Bull King of the Air. Alors Red Bull, voilà, tu as la casquette qui va bien. On verra sur les photos parce qu'il y a Guillaume qui assure un reportage photo en direct. Donc c'est une organisation, enfin une compétition. C'était donc cette année la 4e édition. Tu avais été déjà en 2015. Là en 2016, c'est que des pros, si j'ai bien compris, les 25 meilleurs. Alors comment ça se passe là? Tu fais ça tout le temps ou c'est... Alors là moi c'est ma 2e année. C'est une énorme compète. Donc là on se retrouve avec vraiment les personnes qui passent dans les magazines. Donc forcément pour une personne qui connaît pas forcément le kitesurf, c'est rien. Moi pour moi qui en fais depuis 18 ans, forcément, je vois les personnes qui passent à la télé, qui passent sur tous les magazines, les qui passent posters partout. de ta chambre. Voilà, c'est un peu ça. Les premiers posters de ma chambre, limite, il y a des personnes qui étaient dessus. C'est le champion du monde, donc forcément, c'est un peu... Je connais pas tous les joueurs de foot, mais c'est un peu Zidane à l'époque pour le football. Il s'appelle comment alors, le champion du monde Alors on va dire ça change régulièrement, mais des grands noms. Pour moi, Ronaldo, celui qui a gagné justement le Red Bull King of the Air. Après, il y en a d'autres, et j'en rencontre justement d'autres qui n'étaient
pas forcément connus en tout cas au maximum et qui en fait sont des personnes géniales et qui sont extrêmement bons et qui commencent justement à monter dans le kitesurf. Alors, Aaron Aldo, c'est ça, c'est Aldo, c'est un Anglais. C'est ça. Il a quel âge je dirais 26, mais en fait j'en sais rien. T'en sais rien, ouais. Après, on va citer le classement. Le deuxième à cette épreuve, c'était Jesse Richman, donc ça. Un Américain. C'est ça, exactement. Le troisième, alors, Kevin Langeri. C'est ça. Ouais. Alors lui, c'est quoi? C'est un Néo-zélandais, ouais, je crois. Voilà. Et le quatrième, Renaud Romeu, un Brésilien. Voilà. Donc ça, c'est quand je dis ces noms, moi ça me dit rien, j'ai du mal à les lire, je les ai recopiés. Tu vois, ça t'évoque vraiment des monuments. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est des personnes qui sont, ils en vivent en tout cas. Ils sont rémunérés par leur sponsor, ils font des photoshooting. Ouais, c'est des pros, c'est des stars, quoi. C'est des stars. Alors, toi, t'es quand même une star puisque t'es là-bas. Comment ça se passe? C'est une compétition, hein. Tu finis donc 13e, il y a des rondes, etc. Raconte-nous, voilà, comment ça s'est passé et comment ça se passe, parce que donc, on imagine ça se passe le Red où, Bull déjà, c'est assez dingue. C'est en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est énorme, c'est monstrueux. Du vent extrêmement fort, il fait beau, il fait chaud tous les jours. Pour les amoureux du surf, du kite, de la planche, etc., c'est parfait. En gros, on a vraiment du vent extrêmement fort quasiment tous les jours. On se retrouve avec des vents de 30, 40, voire même 50 nœuds. Ouais, donc du 100 km/h voilà, sans problème, quoi. Facile. Ouais. Et en sachant que le vent là-bas est extrêmement fort, et il est beaucoup plus fort qu'en France. C'est-à-dire que là-bas, l'anémomètre, on pourrait trouver 40 nœuds. Et en réalité, il y aurait plus du 50 nœuds, en France en tout cas. Donc le vent extrêmement fort, c'est comme des tempêtes ici. Voilà, théoriquement, quand il y a des tempêtes ici, il n'y a pas beaucoup de kites sur l'eau. Voilà. Les windsurfers prennent le relais. Exactement. Là, vous y êtes, quoi. Là, vous faites parfait. la compète. Ouais. Exactement. Donc, alors, il y a des rounds, des hits, c'est ça? C'est ça. Donc, premier hit, tu gagnes ton premier hit. Alors, comment on gagne un hit? Alors là, déjà, alors je dis ça surprise, parce que c'était sur Facebook, on pouvait suivre ça en live. Alors, on cliquait, voilà, c'était assez rigolo à suivre. C'est ça. Ouais, parce qu'en plus, voilà, c'est des compètes qu'on peut voir sur Internet. Je pense que c'est l'une des. Ouais, non, remarque, il y en a peut-être d'autres, hein, mais Red Bull a des gros budgets et donc fait son live, pour montrer la compétition en direct. Donc là, vous êtes 4, c'est ça? Alors on est 4 dans les hits, ouais, tout à fait. Et le but, c'est de monter le plus haut possible, de faire les figures les plus presque dangereuses possibles ou les plus dingues, les plus engagées. Donc le but, c'est entre guillemets de faire un peu halluciner le public. De leur il y a montrer, des jurys, j'imagine. Il y a des jurys, il doit y avoir au moins 5 jurys, je pense. 5 juges plutôt. Et du monde qui regarde? Et monstrueux, il y a du monde partout, je sais pas, il doit y avoir au moins 1000 ou 2000 personnes sur la plage en train de regarder la compétition. Donc ça met un peu le stress quand même. Ouais. La musique à fond, il doit y avoir 2 speakers au micro qui se défoulent. Ils lâchent tout ce qu'ils peuvent, je pense, pour l'année. Donc gros stress quand même, des enceintes partout. La musique à fond. Tu choisis quand tu pars ou c'est chronométré? T'as un bip, tu as un certain un délai pour faire ça? Alors justement, ça part hit par hit. Donc il y a le premier hit, le deuxième hit, le troisième hit, etc. De souvenir, j'ai été dans le deuxième ou troisième. Troisième hit, voilà. Et je sais que tu es monté à 14 mètres, 1. 14 mètres, c'est possible. Donc voilà. Et donc là, du coup, au classement, tu finis combien alors de tout ça, de cette Et je finis 13e malheureusement, mais j'ai passé un très bon hit, mon premier hit, avec. Je suis passé devant Kevin Langeri, et Kevin Langeri qui a fini quand même deuxième ou troisième, ouais. C'est ça. Donc je suis assez content, et sachant que c'était le record de 2014, si je me trompe pas. C'était le premier de 2014. Ouais. C'est une star, c'est vraiment une star. Hein. Donc d'arriver premier devant lui, c'était vraiment complètement dingue pour moi. Voilà. Parce qu'après il y en a eu un deuxième, puis comme ils prennent toujours les 2 premiers des finales, donc deuxième round, tu passes pas. Voilà, un peu fatigué.
Alors, pour finir là-dessus, toujours en te suivant ton actualité, j'ai vu que tu avais fait un saut de 20 mètres de haut. Donc 20 mètres 50, enfin j'en sais rien. C'est ça. Alors, Donc ouais, j'étais en entraînement. Alors ça c'était pareil, c'était à Cape Alors ça Town, c'était à Cape Town, ouais, tout à fait, juste avant le Red Bull. Et je me suis entraîné en gros pour monter le plus haut possible, étant donné que c'est le but de la compétition et de faire des figures old school. C'est ce que j'aime bien. Donc ça permet de monter assez haut. Et c'est vrai qu'à Cape Town, il y a une particularité. J'ai l'impression que le vent part d'en bas et va vers le haut. Donc on monte déjà plus haut déjà d'origine qu'en France. Et ça, tu le sens physiquement, quoi, en fait. Tu te sens happé vers le haut. Je me sens monter vers le haut, mais c'est surtout que plus je monte, plus je vois les gens qui sont tout petits en bas. Donc, à un moment, bon, on le voit plus trop, hein, mais c'est vrai qu'au début, c'est assez impressionnant. Et là, j'ai vu que j'arrivais à monter haut. Et justement, j'avais ce petit boîtier sur ma planche qui s'appelle le WOO, W-O-O, et qui m'a permis donc de regarder à combien je suis monté. Et c'est vrai que 20 mètres, je m'y attendais pas complètement. Mais c'est vrai que j'arrivais à monter haut. Ouais. Parce que 20 mètres, voilà, ça fait un immeuble de quoi, de 10 étages, quasiment. Enfin, c'est énorme, quand on voit des photos, on voit tout petit. Ça fait quoi quand on est là-haut? On se dit, c'est toi qui prends la décision de descendre? Comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Moment, tout à fait. J'arrête. Comme je disais, le kite, il suffit de lâcher les mains et il se passe plus rien. Donc en soi, bon, faudrait peut-être pas lâcher les mains à 20 mètres, mais il suffit de relâcher un petit peu la barre, de relâcher la pression, et on va redescendre tout doucement. D'accord. Et on se scratch ou comment tu contrôles la chute? Ah non, vaut mieux pas. Pour le coup, parce que 20 mètres. Non, après, on va dire qu'après, avec l'expérience que j'ai pu avoir au cours de toutes les années de kite, j'ai appris, on va dire, à redescendre de haut. Ouais, de plus en plus haut. Voilà. Ouais. Et là, les 20 mètres, je pense pas l'avoir craché. De souvenir, on pouvait regarder justement avec les G mon atterrissage et je crois qu'il était parfait. Ouais. Et du coup, ça représente. Tu as une idée de combien ça représente combien de temps tout ça? Ça doit être très long dans ta tête, mais en temps, je sais pas. C'est de l'ordre de, je sais pas moi, 5 secondes, 10 secondes, je sais pas. Je crois que j'étais à 7 secondes, si je me trompe pas. Donc c'était pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Ouais. Mais le max, pour l'instant, l'air de souvenir, je dois être à 9 secondes. Ouais, donc. C'est pas encore beaucoup, hein. Tout est relatif. 9 secondes de 20 mètres. Voilà, ça doit paraître bien long dans ta tête. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour de. Oui, peut-être, je sais pas, ton vide, ça. T'as des sponsors, Alors, j'en cherche plus que j'en vis. Ouais. C'est dans les magazines? Je passe dans certains magazines, je passe pas mal justement grâce au Red Bull. Hein. Ça fait pas mal de com. Après mes sponsors, en gros, en kite, c'est North Kiteboarding, c'est une des meilleures marques de kite au monde. Ils font aussi d'ailleurs du bateau, ils font aussi de la planche à voile, ils font pas mal de choses. Donc là, tu testes aussi leur matériel, etc. Je teste pas encore. On va dire que je viens de rentrer dans la marque pour mon école de kite. D'accord. C'est la 2e année. Donc c'est quand même une des meilleures marques de kite. J'espère monter avec eux. J'ai aussi Blank Force d'ailleurs pour les boards. Blank Force, c'est une des meilleures marques de planches de kite. Ça veut dire que la plupart des marques de kite font les planches et eux ils font que les planches et ils sont spécialisés là-dedans, ils sont très bons. D'accord. J'ai un petit sponsor qui est super cool, c'est Alternative Wear, donc ils font des fringues et qui sont en train de bien se développer d'ailleurs là avec des belles surprises pour les prochains jours. Et puis, je crois que c'est tout. J'en ai sûrement plein d'autres. Et puis on en appelle d'autres alors. Et la CKS, quoi. C'est mon sponsor, mais c'est aussi moi. Voilà. Alors CKS, on va en parler un peu parce que là, on va faire notre deuxième pause musicale et puis après, on va essayer d'expliquer comment on peut apprendre le kite pour aller passer 10 secondes en l'air à 20 mètres de haut. C'est ça. Bon, alors deuxième morceau de musique, Antonin. Ouais. Alors le deuxième morceau, il vient de Cape Town justement. C'est un des meilleurs DJ de Cape Town, donc d'Afrique du Sud, où je suis parti au Red Bull. Et donc, j'ai la dédicace à tous les potes qui sont venus avec moi et ceux qui malheureusement n'ont pas pu venir. Et donc, c'est Goldfish. De retour dans les studios de Radio Collège avec Antonin Rangin qui revient donc de Cape Town des Red Bull King of Air. C'est pratique quand c'est écrit sur la casquette. Ça évite de prendre des notes. Voilà. Antonin, maintenant, je voudrais que tu parles. On a compris que tu étais pro, mais ça ne faisait pas vivre encore à 100%. Tu as monté à 22 ans avec Guillaume Calvagnac.
qui doit être présent dans les studios et qu'on salue, une école qui s'appelle Châtel Kite School. C'est ça. Et alors, le camion, il est marqué CKS, c'est plus facile. CKS, c'est plus simple, ouais. C'est plus facile. Voilà. Donc maintenant, voilà, moi j'ai essayé le kite, tout seul. Au bout d'un moment, je l'ai remis dans. Voilà. Faut pas en plus, tout seul, c'est pas bien. Je dis, enfin, avec des copains, on va dire, parce que bon, voilà, à Étré, il y a pas mal de monde. Après avoir essayé, fait le bateau, fait un peu, j'ai remisé tout ça. J'ai des potes aussi qui ont fait des stages et qui ont continué. Donc la question, c'est, on va parler maintenant apprentissage du kitesurf. Comment ça se passe en fait, globalement? Alors chez nous, ça se passe super bien, justement. Donc nous, c'est une école assez conviviale qui est sur Châtelaillon et Étré. Donc les deux plus beaux spots de la région, comme on le sait. Hein. Voilà. Alors l'intérêt, voilà, c'est que c'est à Châtel, il y a vraiment une super belle plage. Il y a une super belle longue. plage et tout. Et à Étré aussi, on a une plage qui est super belle aussi. Aussi, exactement. Et en plus, qui est en train de se faire refaire d'ailleurs. En plus, en ce moment, qui se fait, une petite beauté. Exactement. Et on va dire. Et du coup, aussi à Étré, l'intérêt, c'est qu'on a pied. Et donc, c'est vrai que ça peut présenter un intérêt à la fois pour l'apprentissage de la planche et peut-être du kite aussi. Alors, on commence par quoi? Comment, voilà. Quel est le parcours? Je veux faire du kite. Je vais m'acheter mon kite et je viens de voir, ou surtout pas? Ouais. Alors moi, je conseille, on va dire, à une personne qui veut faire du kite, déjà de passer par nous, éviter d'acheter du matériel directement, et donc déjà de nous contacter. C'est assez simple, hein, on est disponible tous les jours par téléphone ou par mail. On prend un rendez-vous. Donc on peut en discuter un petit peu avant, on est complètement ouvert là-dessus. Alors c'est quoi le public? C'est des vieux comme moi, de 50 balais, qui en ont marre de faire de la planche, etc. Alors il y a beaucoup, hein, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui viennent de la planche. Parce que moi, ce qui m'a surpris, le kite, qu'on voit à Étré, c'est que c'est n'importe qui fait du kite. Alors je dis n'importe qui entre guillemets, mais c'est vraiment, c'est pas que des petits jeunes en fait. Hein. C'est vraiment un public très large, quoi. C'est mix déjà. Alors on commence à partir de 10 ans, c'est mix, ça vient de plus en plus, on a énormément de filles qui s'y mettent, sachant qu'enfin les personnes commencent à comprendre que le sport, il est plus dangereux, d'une, et surtout que y a pas besoin d'être, on va dire, extrêmement fort. Hein. Le kite, je pense que c'est moins physique que le surf, que la planche à voile et que beaucoup d'autres sports. Alors pour la bonne et simple raison que le harnais, vraiment, le harnais, il absorbe tout. Voilà, c'est dans une balançoire, on va dire. Exactement. Ouais. Okay. Donc en gros, ça absorbe toute la puissance, elle est partie dans le harnais, et nous on n'a plus qu'à essayer de rester en équilibre au-dessus de la planche, et ça se fait super facilement. On va dire qu'en moyenne chez nous, en 4-5 cours, la plupart des personnes arrivent à faire du kite, donc c'est ce qu'on préconise. La plupart du temps, on vit sur 4 séances, 4 cours, c'est des cours de 3 heures chez nous. Alors ça se passe comment au début? On est sur la plage, si je vous ai bien regardé, on essaie de monter l'aile déjà dans le sable, c'est ça? Alors on apprend forcément obligatoirement à monter le matos. Le cerf-volant, on va dire. Ouais. D'abord on le monte sur la plage, donc on apprend à gonfler le kite, on apprend à monter les lignes. C'est quelque chose qui est assez rapide, mais c'est primordial. C'est comme ça qu'il y a des accidents, c'est que les personnes montent mal leur matériel. Ça peut être dans n'importe quoi. Hein. On serre pas bien le frein à main sur la voiture, c'est la même chose. En gros, la voiture est part, là le kite, on met la ligne à l'envers. C'est pas top. Okay. Donc on apprend en premier lieu à monter le matériel, ça va super vite. Et par contre, chez nous, on part directement dans l'eau. On n'apprend rien du tout sur la plage. Je trouve pas ça forcément sécu. Guillaume non plus, mon associé. Donc on part directement dans l'eau. Et alors dans l'eau, vous avez, quand tu parlais de le bateau, c'est un Zodiac. Je sais pas, vous emmenez les gens en mer, ou vous marchez, ou comment vous faites pour partir directement en l'eau en fait? Hein, alors chez nous, on a j'imagine que voilà, quand on sait pas, il faut un peu s'éloigner effectivement des arbres et du rivage parce que des dangers. Hein. S'il y a un problème, on va y être plus près. Donc d'où l'intérêt de partir d'un peu plus loin des obstacles, on va dire. Mais comment vous y allez? On y va à pied? Alors justement, nous on a de la chance dans notre école, c'est d'être situé sur Châtelaillon et Étré, où on va marcher par marée montante ou descendante, on va marcher environ 300 mètres. Donc on va être à 300 mètres du bord, donc on va dire que la marge de sécu elle est super grande, et on va avoir de l'eau à peu près jusqu'au bassin.
Donc de l'eau bassin, on va dire que c'est parfait. On peut pratiquer, là, on peut tomber et là, tomber les dans l'eau. ailes sont déjà gonflées, vous les gonflez? Les ailes sont déjà gonflées, ouais. On les emmène sous le bras, on va marcher un petit peu et on va pratiquer directement dans l'eau avec de l'eau jusqu'aux hanches. Donc on va dire que les personnes qui pourraient avoir peur du kite, on les met en situation directe dans l'eau. C'est vraiment super simple. J'ai encore donné un cours, si je me trompe pas, hier ou avant-hier. On a fini le cours avec la planche. Ça va super vite en étant dans des conditions pareilles. Parce que tu dis, donc au début, pour simplifier le truc, on commence uniquement avec la voile. C'est-à-dire on se fait tracter dans l'eau, c'est ça? Exactement, c'est ce qui s'appelle de la nage tractée. Alors, donc en gros, on se met sur les genoux dans l'eau, on est presque en train de flotter, et là on va commencer à apprendre à piloter la voile avec de la traction. Donc au début, forcément, on apprend légèrement, rapidement à piloter le kite, ça vient vraiment super vite, c'est comme un cerf-volant, mais avec un moniteur, donc ça va plus vite. Et ensuite, tout de suite, on vient essayer de se faire tracter sur le ventre, en gérant l'aile dans la zone de puissance. Donc ça peut paraître un peu flou comme ça, mais nous on vous l'explique comme il faut. Alors, voilà, zone de puissance, moi le souvenir que j'ai dans mon apprentissage empirique, c'est que tant qu'elle est en l'air, tout va bien. On va dire, là il se passe pas grand chose, on est serein. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le zénith. Voilà, et les ailes de maintenant, quand tu lâches grosso modo tout, ça reste... ça tombe, ça reste pas encore en l'air. Ça reste pas en l'air. Non, elle tombe, mais doucement, tranquillement, elle vient se poser, se mettre en attente, on va dire. Et par contre, il y a un petit problème, c'est que dès qu'on, vous imaginez un cerf-volant, vous tirez d'un côté, l'aile plonge, et là, il se passe quelque chose en fait, et c'est là où ça devient un peu plus sport. Exactement. Dès qu'elle passe dans la zone de puissance, en gros dans l'axe du vent. Pour ceux qui peuvent faire un tout petit peu de cerf-volant, il suffit de l'emmener bien au milieu dans l'axe du vent, le cerf-volant, et ça tire. Bon là c'est la même chose avec des ailes qui font plutôt entre 7 mètres et 12 mètres carrés. Donc voilà. Donc là, on est tiré dans l'eau, on fait un côté, un gauche, et puis on s'amuse, et puis on arrive dans le sable et on recommence. Exactement. Et après, alors? Et après, donc, une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait le kite, qu'on arrive à peu près à gérer, donc là, ce que je dis, suivant les personnes, ça prend c'est très variable. 1 heure, 1 heure et demie. Et puis le vent aussi, qui est un facteur important. Et le vent, bien évidemment. L'apprentissage. Et à partir de là, on essaye de faire ce qu'on appelle les water start. Donc les water start, c'est pas très compliqué, mais faut y arriver. C'est l'étape, on va dire, qui est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on s'est bien amusé au début. Là, on va galérer un petit peu. On va essayer de monter sur la planche. Donc il faut arriver à coordonner un petit peu tous les mouvements. La planche, la voile en même temps. Donc là, on apprend à la mettre. Déjà, c'est pas forcément facile, mais ça se fait vite. Et ensuite, on essaye de monter sur la planche. C'est cette étape-là, le côté coordination. Parce que tant qu'il y a un cerf-volant, on a tous fait du cerf-volant, ça va. Mais à bout d'un moment, il faut laisser le cerf-volant et s'occuper de ses pieds dans l'eau avec la planche, un truc qui peut s'en mêler. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et après, donc, tout de suite, après, il y en a qui partent, il y en a qui partent pas. C'est ça. Ouais. La plupart du temps, ils partent. Ils s'arrêtent vite. Ils s'arrêtent vite, pas forcément, justement, au contraire. Des fois, ça m'arrive de leur dire, hop, justement, reviens un petit peu, va pas trop loin. Ouais. Mais oui, après, il y a forcément des personnes qui partent pas du premier coup. Et donc, ça prend 1 cours, 2 cours. C'est, on va dire, c'est le moment où ça demande un peu plus de temps. Voilà, ça peut être long, ou ça peut être rapide, ça dépend. On va dire que normalement, la plupart du temps, en 4 cours, les personnes, ils savent partir au minimum d'un côté et faire du kite une bonne grosse longueur, un bon kilomètre facile, au moins d'un côté au bout de 4 cours. Là, t'anticipes ma question. Pour vous, on est autonome en kite quand on sait quoi faire, en fait. C'est-à-dire, nous on les voit passer, j'imagine, c'est qu'on arrive à faire des allers-retours devant la plage, c'est un peu ça. Ça prend combien de temps? Alors l'autonomie, ça peut être, c'est assez compliqué de dire qu'on est autonome. Ça veut dire, pour moi, il y a des personnes qui en 1 cours pourront faire du kite, autant partir à gauche, à droite, voire même faire des transitions. Donc en gros, partir d'un côté et repartir de l'autre côté sans tomber, c'est ce qu'on appelle des transitions. Mais pas forcément être autonome. Pour moi, l'autonomie, c'est déjà être sûr de soi sans avoir trop confiance. En gros, il faut toujours faire attention aux dangers, etc. Je pense qu'il faut avoir une petite habitude du sport. Ça veut dire entre le vent, les conditions météo qui changent tous les jours, et le matériel qui va changer en fonction des conditions météo. On peut être un peu fatigué un jour, un peu plus motivé l'autre jour. Donc en gros, pour moi, l'autonomie, ça vient au bout d'un petit bout de temps. D'où, dans notre école, après les cours, la plupart du temps, les personnes viennent, on va dire, vraiment à bas prix,
faire ce qu'on appelle des cours perfectionnement Des petites ou piqûres faire de la rappel, navigation ou surveillée. Ouais. Et c'est vrai que les gens qui partent de leur stage ont fait leur cours et en plus par la suite ont commencé à se perfectionner. Donc ils apprennent beaucoup plus de choses entre le vent, les marées, etc. Et à force de faire ces petites choses, normalement à la fin deviennent autonomes. Bon, là, on a bien compris que voilà, ça pouvait être c'est une activité sportive avec le vent. Vous avez tous des petits anémomètres. Comment on sait, c'est rarement seul, c'est rarement de toute façon le cas de figure où tu es tout seul avec ton kite, etc. Il y a des gens autour, faut demander, il y en a qui ont des anémos, on discute de la taille de voile, c'est etc. ça. Enfin voilà, c'est pas une activité Le solitaire kite, en fait. maintenant d'origine, du vent, de l'eau, du kite. Ouais. Donc en gros, je pense que s'il y a une personne qui a envie de faire du kite à Étré ou à Châtelaillon, normalement s'il y a du vent et de l'eau, il y a des kites. Voilà. Donc on peut rarement être seul. On peut demander conseil. Et donc, allez vous voir. Vous êtes déjà dans votre cahute, là? Je parle à Étré. À Étré, alors on n'y est pas encore. Normalement, on y est à partir du 15 juin, si je me trompe pas. D'accord. Oui, à l'ouverture de la saison. Ouais, hein. Exactement. Et à Châtel, c'est où, du coup, qu'on vous trouve? Châtelaillon, donc là, on va être au niveau du port de Châtelaillon. Donc c'est là où on a une zone kite. Et on va y être. Là, il n'y a pas de local, c'est des camions, c'est ça? Non, comment c'est à l'école de l'école de voile, la le base club de voile, quoi, en fait. Ouais. Et il y a un petit point plage. D'accord. Ouais. Voilà. Et il y a aussi du jet ski là-bas. Il y a le club de voile qui fait planche à voile, catamaran, optimiste et paddle. Et nous, on s'installe avec eux. Bon. Alors, formule de base, ça coûte combien? T'as un prix ou ça varie? Il y a haute saison, basse saison? Ouais, tout à fait. Haute saison, basse saison. Allez. C'est pas cher, les moins chers. Alors, en ce moment, j'imagine l'eau est froide, donc il faut y aller. Voilà, donc en ce moment, c'est pas cher justement. Ouais. On fait les cours de 3 heures et c'est exactement 100 € le cours de 3 heures. En sachant que, étant donné que c'est l'hiver, il fait pas très chaud, il n'y a pas grand monde, donc les gens qui viennent chez nous en ce moment sont régulièrement en cours particulier ou semi-particulier, donc la progression est quasiment plus rapide. Ouais, 2 fois plus vite. Instantané. Exactement. Bon, n'hésitez pas en tout cas à prendre conseil. Alors, on vous trouve, vous tapez directement, on n'a pas essayé là avec notre moteur de recherche, mais si on tape CKS, à mon avis, on trouve. Si on tape Châtel Kite School, on trouve encore plus. Là, il y a vos coordonnées, il y a un site, enfin, il y a tout ça, j'imagine. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, il va bientôt être en travaux le site, mais bon, il y a au moins un téléphone où on vous appelle. Il y a de quoi faire. Si on téléphone au numéro qu'il y a, on répond vous tout de suite maintenant. Bon, c'est qui là vous faites des rotations. Bon, très bien. Donc, allez les voir. Allez voir Antonin naviguer, comme si vous avez la chance, de le voir naviguer. Et puis c'est le moment, de vous lancer. Exactement. Et d'ailleurs, pour finir sur l'école, si ça intéresse, on travaille pas mal avec les groupes, les CE, bientôt les écoles, peut-être le collège d'Étré, d'ailleurs. Et collégien d'Étré. Écoutez, ce serait magnifique. Et qu'est-ce que je veux dire? Parce que parlons aussi, c'est une fédération aussi. Il y a une licence. Comment ça se passe? Il y a une assurance à prendre. Il y a une assurance à prendre. Et puis il y a des brevets d'État. Fait. Ça fait pas. Tu t'es pas décrété prof de kite. Donc voilà. Tout seul, non. Tous les deux. BE Kite, BP Kite d'ailleurs. BP. Ouais. BP Kite, 9 mois de formation. Je vous parle pas du prix, mais c'est une des plus grosses formations avec le BE ski en France. Ce qui nous permet de boucler et de redonner un coucou à Jean-Philippe Toumir, parce que si j'ai bien compris, ce petit jeune là, il a décidé de devenir moniteur de kite et donc il est actuellement en formation. Il est en formation à l'ENV, la seule école qui forme, les profs de kite, et c'est à Quiberon en Bretagne. Quiberon, ouais. Et on le verra peut-être alors sur les Et plages. on le verra d'ailleurs dans notre école. Une info. Voilà. Ouais. Et on le verra bientôt d'ailleurs. Il arrive pour les prochaines vacances si je me trompe pas. D'accord. Donc il enseignera avec vous. Et il enseignera avec nous. Il va apprendre déjà à enseigner et puis après il enseignera comme il faut tout l'été. Moi j'ai peut-être réservé un enseignement avec Jean-Philippe Toumir parce que là je pense que ça doit être le top. Bon, écoute, on a une dernière petite rubrique là qui s'appelle l'actualité de la voile.
On va juste dire quelques mots. Comment on suit l'actualité du kite surf quand on s'intéresse un peu? Alors il y a énormément de sites, forcément le kite c'est en plein développement, mais celui que je regarde le plus, on pourrait dire que c'est Kite News pour moi. Je vois que tu montes Coteweb aussi. Alors voilà, nous on finit toujours par la rubrique de cote. Et dans la rubrique de cote, il y a la casse à glingue et il y a une rubrique kite. Donc bon, la dernière, écoute, c'était l'annonce de ton émission là qu'on met. Mais si je regarde après, celle d'avant, celle du 8 février, Red Bull of the Air 2016, pour cette première épreuve du circuit, les pros du kite surf freestyle se sont retrouvés à Cape Town en Afrique du Sud dans des conditions idéales. Et là, Arona Allo est finalement sacré vainqueur, suivi par... on l'a déjà dit, ça? C'est ça. Ouais, voilà. Là, vous le saviez déjà avant l'émission. Donc voilà, donc c'est une façon aussi simple de suivre l'actualité. La deuxième, il y a une photo assez rigolote avec un kite géant. Alors quand tu l'as vu la première fois, tu pensais que c'était pour le record du monde de saut. C'est ça, il est Mais énorme. je crois que c'est pour tracter des cargos. Voilà, quelques petites annonces aussi de ce qui va se passer le week-end. Pas d'épreuve de kite dans vos coins? Non, des cours. Des cours. Donc, si vous faites pas un cours, il y a les débuts des régates habitables à la SRR avec le warm-up, c'est la reprise des régates. Donc c'est samedi et dimanche au minimum. Et puis un petit, l'association Voile Aviron dans les Pertuis relance pour la deuxième édition cette année, l'initiation à la godille. Tu sais godiller, hein? Je godille, moi. Tu godilles? Bon, alors tu sais qu'il y a des championnats du monde de godille aussi. Et là, il y a des épreuves de sélection. Il faut y aller le samedi après-midi dans le Vieux-Port. Vous apprendrez à godiller. Et c'est assez rigolo avec cette association et leurs petits voiliers en bois tout mignons. Et voilà, je crois que cette émission est terminée. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Vous pouvez la réécouter donc demain demain, vendredi à 7h. Et ça a changé, c'est à 21h Thierry, c'est bien 21h. On sait jamais. Oui. Alors c'est 21h ou 22h selon, il y a plein de changements qui se passent, mais là. Et puis autrement, vous la retrouverez dès ce week-end sur le site de l'émission à la page www.notretransat.fr. Merci Anto. Merci à tous. Parce que les gens t'appellent Anto, je peux t'appeler Anto. Bien sûr, avec plaisir. Et puis merci Jérôme. Guillaume, voilà, qui nous a accompagnés. Puis à bientôt sur l'eau à Étré, à Châtel ou ailleurs. Exactement, on est là pour ça.